Chers inconditionnels téléspectateurs du Burkina Faso, vous qui nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce vendredi 12 juin 2020. Voici les principaux titres de votre journal. Délibération sur les projets de loi portant ratification de l'accord de financement rentrant dans le cadre du projet d'intervention d'urgence Covid-19 au Mali d'une valeur de 7 milliards de francs CFA couplé à l'investiture des membres de la Haute Cour de justice à suivre dans ce journal. Autre titre de l'actualité, point de presse des organisations de la société civile conjointement animées avec le Haut Conseil islamique du Mali sur la situation socio-politique du pays afin d'appeler à l'apaisement. Voici entre autres les principaux titres qui vont meubler votre journal du jour. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, soyez les bienvenus en direct sur Cherif La TV. Je vous l'annonçais en titre à l'hémicycle du Mali dans la continuité de la session extraordinaire de mai 2020 de la 6e législature. Une session plénière s'est déroulée ce jeudi 11 juin 2020 dans la salle de 1000 places du Centre international de conférence de Bamako CICB sous la houlette de l'honorable Moussa Tembine, président de l'Assemblée nationale du Mali, en présence du ministre de la Santé et des Affaires sociales ainsi que son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec les institutions. Amadou Kamara et Draman Mali y étaient, suivant leur reportage. L'ordre du jour de cette énième plénière portait sur la délibération sur les projets de loi portant ratification de l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement signé à Bamako le 14 avril 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA concernant les projets d'intervention d'urgence Covid-19 au Mali. Bon, ce qu'on peut retenir du projet de loi, c'est que environ 7 milliards 800 millions ont été sollicités par le gouvernement malien auprès de la Banque mondiale. Alors la Banque mondiale donne ce montant, en même temps donne un autre montant qui est de presque la même chose comme don. Donc un prêt de 7 milliards 800 et un autre don, un don du même montant. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que la Covid-19, aujourd'hui, c'est une pandémie qu'il ne faut pas du tout négliger. Et la santé n'a pas de prix. Et quand il s'agit de la santé, on ne doit pas négliger. Donc, ce projet de loi vient à point nommé pour aider le gouvernement à vraiment lutter efficacement contre cette pandémie et bien sûr à prendre les mesures drastiques qui sont là, les confinements, et plein d'autres choses, effectivement, les technologies, bien sûr, à mettre en œuvre pour vraiment détecter et puis mettre vraiment les malades totalement à l'aise. Je pense que c'est un des éléments importants. Et bien sûr, et à gérer vraiment toutes les populations. Le soutien aux populations aujourd'hui se fait par le soutien bien sûr sur les factures d'électricité, les dons de nourriture et d'autres choses. Au cours de cette plénière, les honorables députés ont donné quitus aux membres de la Haute Cour de justice avant de les renvoyer dans leurs fonctions en prêtant les serments, d'où toute la satisfaction de son président. Un sentiment de légitime fierté. Vous savez, on avait déjà procédé au vote. Aujourd'hui, c'était la prestation de serment. En fait, les deux sont utiles, mais c'est le vote d'abord qui prime parce que c'est par le vote que j'accède à cette fonction. La prestation de serment est quelque chose qui va avec. Vous comprenez? Donc, j'ai dit encore une fois, c'est un sentiment de légitime fierté. C'était le 11, si j'ai bonne mémoire, que j'ai passé la main au président Tembine. Et c'est encore le 11 aujourd'hui que vous me posez des questions en ma qualité de président de la Haute Cour. Donc,
Moi je dis sincèrement, je suis comblé. Je dois, avec mes collègues qui ont été avec moi élevés si haut, on doit mettre tout ce qu'on peut pour que cette mission soit une grande réussite. C'est une institution qui n'a pas fonctionné, disons, à 100% depuis sa création. Alors nous allons essayer de voir dans quelle mesure on va lui insuffler une vie nouvelle, de manière à faire un instrument pour notre développement. Les plus hautes autorités du pays ont à cœur le bien-être des femmes. La mise en place du réseau des femmes parlementaires est une réponse parfaite à la question du genre initiée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour les former, parce que c'est très important la formation. Et je pense que ce réseau aura comme premier objectif que la prochaine assemblée, elle soit 50% des femmes à l'Assemblée nationale au lieu de 28 aujourd'hui. À noter que les projets de loi ont été adoptés par 123 pour, 0 contre et 3 abstentions. Le président de l'Assemblée nationale a informé les honorables députés que la session va se poursuivre car selon lui, de nouveaux projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale dans le budget 2020. Donc la session extraordinaire continuera jusqu'à épuisement des dossiers brûlants de l'ère, à savoir la pandémie de la maladie à coronavirus ou Covid-19. À l'issue de cette session extraordinaire, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, après le vote des honorables députés, s'est félicité de l'adoption de ce projet de loi portant ratification de l'accord de financement de plus de 7 milliards de francs CFA dans la lutte contre la maladie à coronavirus dans notre pays. Nous l'écoutons, il est au micro d'Amadou Kamara et Draman Malé. Je pense que cette loi est très importante. Il faut reconnaître que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est pas facile. La plupart des pays se trouvent eux-mêmes dans une situation économique très criante. Quand vous écoutez bien sûr l'information venant de l'extérieur, vous verrez que le déficit des pays, leur capacité de pouvoir accompagner les pays pauvres ne sera pas aussi facile. Donc ce que nous avons fait, le gouvernement, c'est de proposer bien sûr à la Banque mondiale d'avoir, l'IDA particulièrement, un prêt de 7 milliards. Mais ce prêt, il est très important pour nous parce que c'est un prêt qui nous projette déjà dans l'après-Covid en renforçant toutes nos capacités. Faire en sorte que toutes les régions puissent avoir des laboratoires, qu'on puisse avoir des respirateurs, qu'on puisse renforcer le système de prise en charge un peu partout au Mali, pas seulement à Bamako. Mais l'avantage de ce prêt, c'est que c'est sur 38 ans, avec une période de grâce de 6 ans. Donc on commencera à payer en 2026. Et avec bien sûr un taux d'intérêt de 0,75. Donc je pense que c'était une bonne chose et je me félicite que le Parlement ait décidé vraiment d'appuyer l'obtention de ce prêt, la ratification. Dans l'actualité de ce vendredi, face à la dégradation de la situation socio-politique du pays, et singulièrement depuis la tenue des dernières législatives, les confessions religieuses et organisations de la société civile ont convenu d'unir leurs forces au sein du cadre d'action, de médiation et de veille. Objectif, contribuer à l'apaisement du climat socio-politique qui vit notre pays. Abdelkarim Sako et Foussine Keïta y ont assisté, suivant leur compte rendu. Depuis l'éclatement de la crise du Nord il y a 8 ans, le Mali traverse une zone de turbulence dont les causes échappent encore aux citoyens lambda qui malheureusement subit de plein fouet les conséquences. La tenue des élections législatives en avril dernier ont augmenté d'un cran la souffrance du peuple, une situation fortement critiquée par ce cadre qui regroupe les confessions religieuses et organisations de la société civile. Nous, confessions religieuses et organisations de la société civile, avons décidé de réunir nos forces au sein d'un cadre dénommé cadre d'action, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile, avec comme objectif de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique et à la recherche de solutions durables aux problèmes majeurs auxquels le Mali est confronté. Après une analyse objective de la situation,
à la lumière de la douloureuse expérience des événements de 2012, dont le pays subit encore les conséquences néfastes sur les plans socio-économiques, culturels et de gouvernance, nous, confessions religieuses et organisations de la société civile, premièrement, dénonçons avec force la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, la persistance de la crise scolaire, la mauvaise gouvernance, la mauvaise distribution de la justice, les problèmes de santé amplifiés par la crise du Covid-19 et la mauvaise gestion des dernières élections législatives. 2. Appelons les autorités et l'ensemble des acteurs à la retenue, à leur foi religieuse et à leur sens élevé de patriotisme pour sauver le Mali du chaos et du vide constitutionnel. Demandons à tous les acteurs leur engagement dans la recherche de solutions définitives de sortie de crise, tout en préservant la légalité constitutionnelle, notamment la première institution qu'est le président de la République. Tour à tour, les intervenants ont reconnu la légitimité des revendications ayant motivé la grande marche du 5 juin dernier, avec à sa tête l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Diko. Ils se sont par contre démarqués de l'idée du départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, appelant au dialogue pour une sortie de crise. Quand tu es dans la même pirogue que quelqu'un, vous faites la même prière. Que Dieu nous accorde un bon voyage. Donc que chacun de nos cœurs soit prêt dans la prière sincère et pieuse pour le Mali aujourd'hui. Ça ne va pas. On le sait. Mais nos langues aussi disent que même si tu aimes la viande, tu ne manges pas ta langue. Il y a certaines vérités qu'il faudra voir en face. Un religieux a dit ceci, et il a bien pensé. Il dit que quand tu accuses l'autre, tu lui pointes ton doigt, tu oublies trois choses. Que ce doigt-là qui a pointé celui que tu crois ennemi et malfaiteur, tu oublies qu'il y a trois doigts qui sont en train de regarder de ton propre côté. Ta faute toi-même, ta responsabilité toi-même. Mais en plus de ces trois doigts qui te regardent, tu as oublié ce qui est le plus important, c'est que Dieu est en haut. Il est témoin de tout ça. Et on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et la vérité, quand on dit les confessions religieuses, le religieux ne doit pas être au devant de la politique. Mais le religieux, c'est lui que Dieu a désigné pour conduire tous les humains vers le paradis. Donc s'il voit que ces humains-là sont en train d'aller en enfer, il est obligé de se réveiller, il est obligé de venir leur dire « Ah, voilà la bonne direction ». Ce point de presse était présidé par le président du Haut Conseil islamique du Mali, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madana Haïdara. Celui-ci a brandi la menace qu'il serait prochainement parmi les marcheurs si les plus hautes autorités du pays ne prenaient pas en compte les préoccupations légitimes du peuple malien. Très bien, c'était plutôt la voix de Moussa Afomba sur ce reportage. Autre actualité de ce vendredi, signature d'un projet intitulé Information et sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et de promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. C'est une initiative du gouvernement du Mali à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, financée par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne à 98 393 550 francs CFA. Ces fonds est destiné à 18 organisations de la société civile malienne. La cérémonie de lancement de ce deuxième appel à manifestation d'intérêt était présidée par le ministre Amadou Koïta ce jeudi 11 juin 2020 au parc du musée national de Bamako. Regardons.
Cette cérémonie marque le redémarrage des activités du ministère des Maliens de l'extérieur après 2 mois d'interruption due à la pandémie de la Covid-19. Dans sa mission d'assister les jeunes migrants maliens contre les flux migratoires, le ministre Amadou Koïta vient de signer un projet dénommé Information et sensibilisation sur les risques et dangers liés à la migration irrégulière visant à promouvoir la libre circulation dans l'espace CEDEAO pour un montant de 98 393 550 francs CFA à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Pour l'activité qui nous réunit ce matin, elle a été financée par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. D'un montant de 150 000 €, soit 98 393 555 francs CFA, et les 18 organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la migration en sont bénéficiaires. Par la même occasion, je salue notre partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AICID, qui a été l'un des premiers partenaires du département dans le cadre du projet Migration et Développement Fonds espagnol CEDEAO. La stratégie du gouvernement de la République du Mali s'est traduite dans les faits par une série d'actions visant à doter le Mali d'instruments stratégiques, juridiques et institutionnels en cohérence avec les standards internationaux et des meilleures pratiques. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République du Mali a adopté le 3 septembre 2014 la politique nationale d'immigration PONAM qui constitue le cadre de référence du Mali en matière d'immigration. Parmi les actions du plan d'action de la PONAM, il figure entre autres la mise en place d'un dispositif permanent à l'assistance humanitaire d'urgence en faveur des migrants en situation de détresse plutôt, et l'instauration d'un cadre permanent de dialogue entre les décideurs et les acteurs de la société civile dans le domaine de la migration. Ce projet va concerner 18 organisations de la société civile malienne pour renforcer leur capacité en communication auprès des personnes cibles. Les partenaires du projet estiment que cette initiative va considérablement réduire le calvaire des migrants qui empruntent la voie irrégulière. C'est une très bonne suite parce que, au fait, l'information et la sensibilisation doivent être une activité continue. Une activité continue parce que aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que souvent, sans appel à projet, les organisations de la société civile ont du mal à continuer ces activités-là. Alors que sur le terrain, c'est une dynamique qui doit rester en place parce que les potentiels migrants, ça ne manque pas. Donc c'est vraiment une activité qui doit continuer. Je suis très honoré d'être là en représentation de l'ambassadeur et de l'Union européenne. Comme vous savez, la migration est un sujet qui nous tient à cœur, qui a tendance parfois à n'être vu que sous le prisme moins positif du combat à la migration irrégulière. Mais ce projet, c'est justement un peu l'autre face aussi, parce que, comme j'ai pu l'exprimer pendant le discours, si la migration est une aubaine pour le Mali, elle est aussi un danger de vie quand on tombe dans la main de certains réseaux que tous nous voulons combattre, l'État malien y compris, et donc il en est bien conscient. Et ici, il s'agit justement, et j'étais très content de voir qu'il y a un grand engouement de la société civile, puisque nous avons assisté à 30 organisations qui ont été désignées pour porter la parole de ce projet. Et donc au final, sensibiliser les jeunes pour les dangers de la migration irrégulière et pouvoir au final sauver des vies. Donc oui, du point de vue de l'Union européenne, je pense que je me réjouis beaucoup d'être ici. Ce projet, il est mis en œuvre sur 2 à 3 ans, si je ne me trompe. Le ministre s'est fortement réjoui de l'acquisition de ce financement tout en invitant les organisations bénéficiaires à redoubler plus d'ardeur pour la bonne exécution. Pour la mise en œuvre de ces sectes, de véritables contraintes demeurent telles que les tracasseries subies par les opérateurs économiques, les voyageurs routiers et même lorsqu'ils sont en possession des documents authentiques de voyage. C'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de ce volet du projet dont les objectifs constituent des priorités au niveau national et sous-régional. J'invite les ONG et associations bénéficiaires à une mise en œuvre correcte des activités prévues. Dans le même sens, j'engage l'unité de gestion du projet à un suivi régulier des activités de ces OSCE pour l'atteinte des objectifs du projet dans son ensemble. Je profite une fois de plus pour dire que la migration irrégulière conduit à l'impasse, à un destin incertain et à la tragédie. Donc, renoncer à la migration irrégulière
c'est préserver sa vie avant tout. Notre volonté à répondre à la problématique de l'emploi est sans équivoque et c'est pourquoi nous travaillons tous les jours pour faire du Mali l'Eldorado de notre jeunesse. Rappelons que ce projet est une initiative du gouvernement du Mali à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, financé par les fonds fiduciaires d'urgence de l'Union européenne pour une période de 2 à 3 ans. Fidèle à sa vocation de veille citoyenne et républicaine, attachée aux valeurs démocratiques, à l'état de droit, gage d'une stabilité sociale et d'un vivre ensemble harmonieux, l'initiative Zéro Violence a animé un point de presse sur l'état d'évolution du pays à l'heure actuelle, clôturant ainsi les travaux d'une large campagne de sensibilisation tenue ce jeudi 11 juin au monument des martyrs. Ce point de presse a été l'occasion idoine pour les organisateurs de passer en revue l'histoire antérieure de notre pays dans le sens d'amener beaucoup de concitoyens à œuvrer de concert avec eux pour l'intérêt du peuple malien, suivant les propos du porte-parole de l'initiative Zéro Violence au micro de nos reporters Samaïra Sanogo et Sédou Niaré. Rappelons que notre pays, le Mali, traverse une des zones de turbulence les plus tumultueuses de son existence. Attaché aux valeurs démocratiques et à l'état de droit, gage d'une stabilité sociale et d'un vivre ensemble harmonieux, nous tenons ici à remercier les manifestants du 5 juin passé pour avoir su manifester sans débordement et condamnons les agissements de quelques éléments qui, après la manifestation, ont tenté de semer les désordres. L'initiative Zéro Violence, fidèle à sa vocation de veille citoyenne et républicaine, estime qu'au regard de la crise socio-économique, socio-sécuritaire qui traverse notre pays, qu'un rappel de notre histoire antérieure pourrait amener pas mal de nos concitoyens à œuvrer de concert avec nous pour l'intérêt du peuple malien, bien sûr. Qu'est-il arrivé au Mali de 1991 à nos jours? L'avènement de la démocratie au Mali a été tellement chèrement payé, avec 317 victimes à la clé, l'une des plus chères en Afrique subsaharienne. La façon dont le régime de Moussa Traoré a chuté fut l'une des premières erreurs commises chez nous, car il n'y a pas eu de passage de témoins entre les sortants, sinon entre les entrants et les sortants. Mais une rupture qui conduira par la suite, bien évidemment, à la déliquescence de pas mal de domaines vitaux de notre pays, comme l'éducation, la sécurité et la défense, la santé et l'agriculture. C'est pourquoi nous exigeons de l'État malien la satisfaction des doléances des enseignants. Nous exigeons l'ouverture d'un dialogue franc à nouveau entre les forces vives. Et nous exigeons également l'assainissement des finances de l'État en luttant sans réserve contre la corruption. Nous faisons ce tour d'horizon pour qu'ensemble, nous puissions regarder la situation en toute objectivité. Le Mali survivra-t-il à une seconde crise institutionnelle dans son état actuel? Et nous répondons que non et 3 fois non. C'est pourquoi nous en appelons au sens républicain des uns et des autres à mettre le Mali au-dessus de tout. Le moment est venu pour nous de demander aux acteurs du mouvement démocratique que veulent-ils finalement du peuple malien. La seule certitude que nous pouvons leur donner aujourd'hui est que si par malheur les acteurs du mouvement démocratique contribuaient d'une manière ou d'une autre à la chute d'un régime démocratiquement élu, alors qu'ils soient sûrs d'une seule chose, c'est que le peuple malien ira chercher Moussa Traoré à Djigoroni et le remettre à sa place.
Et dans le reste de l'actualité, nous partons maintenant pour le Burkina Faso où les membres et sympathisants Ansar de la ville de Nouna ont initié une activité de don de sang mercredi 10 juin 2020, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des festivités de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Voyons tout cela avec notre correspondant régional Lassine Sidibé. La voix est offerte par Al-Hamidou Badini. Chaque année, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du guide spirituel, les Ansar de Nouna se mobilisent à travers des actions de solidarité à l'endroit des malades, des détenus et des personnes en situation de vulnérabilité. Ce don de sang s'inscrit dans ce contexte en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine de la boucle du Mouhoun. Je suis présentement avec une représentation du Centre national de transfusion sanguine qui est actuellement à Dédougou. Donc, ils sont venus pour une collecte de sang au siège de l'association en Sardine. La collecte s'est bien passée. On remercie en tout cas tous ceux-là qui ont pu donner leur sang et ceux-là qui voulaient donner et qui n'ont pas pu pour une raison ou une autre. En tout cas, nous ne pouvons que les remercier. En tout cas, le message que j'ai, c'est toujours mobiliser les gens. Parce que les gens, tant qu'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas. Il y a surtout l'information. Il faut véhiculer l'information, sensibiliser les gens, voilà, pour que prochainement, qu'on puisse faire en tout cas pareil ou plus. Voilà, parce que ce qu'on a pu avoir aujourd'hui, là, ça va aider beaucoup de malades. Donc, c'est un centre régional. Donc, c'est eux qui vont couvrir tout ce qui est comme beaucoup de monde. Et ce sang-là, ça va sauver vraiment beaucoup de vies. Surtout en cette période de palu qui s'annonce pour très prochainement. Ce don de sang qui a eu lieu au siège en Sardine de Nouna a permis de collecter 112 poches de sang. Une sollicitation du personnel sanitaire en vue de sauver des vies. Nous sommes très contents et fiers d'être ici ce matin parce que au sein de notre association, nous menons plusieurs activités. Et surtout dans le cadre social, la santé est très importante. Donc chaque année, l'anniversaire de notre guide à Cherif Ousmane Madani Haïdara, nous faisons des dons du sang, rendre visite à l'hôpital aux malades. Nous partons pour rendre visite à des détenus. Maison de la solidarité, on part rendre visite à des gens qui sont là-bas. Mais cette année, avec les problèmes qui sont dans le monde, comme la maladie Covid-19, on n'a pas pu faire ça à temps. Bon, rien que dans la semaine passée, que l'équipe de la santé de la province de la Koussi et de la boucle de la Mouhoun sont venus ensemble nous voir, demander de l'aide concernant don du sang, parce que le moment qui s'annonce là, avec les palus, les femmes enceintes là, ce ne serait pas facile. On a fait l'appel à des membres et vraiment les membres se sont mobilisés pour sortir à ces dons de sang. Donc nous remercions le guide. C'est à travers du guide qu'on a compris l'importance de cette activité, c'est-à-dire au niveau de la solidarité. Donc on salue le guide et sa famille. Vraiment, on salue toutes les personnes qui sont mobilisées pour cette don. Et vraiment, on a montré à l'équipe de la santé aussi que vraiment nous sommes prêts chaque année à l'anniversaire de notre guide pour faire ces dons du sang. Donc vraiment, ça va sauver beaucoup de vies. Donc nous sommes prêts chaque année à faire ces dons. Les Ansar de Nouna ont mis à profit cette occasion pour réitérer leur engagement indéfectible à l'endroit du guide spirituel à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et de rappeler la leçon de solidarité qu'ils ont su tirer de ces enseignements. Des séances de bénédiction ont sanctionné cette cérémonie. Et comme tous les jours, avant de boucler définitivement, nous vous proposons les condensés de l'actualité internationale en plus bref et en images, brossé par Hamadou Diallo.
Au Soudan, l'armée a officiellement dissous les forces de défense populaire, l'une des milices d'obédience islamiste qui servait de force d'appoint à l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Contrairement à l'information qui circulait à Khartoum selon laquelle elle serait absorbée dans l'armée régulière, son quartier général et son commandement ont été démantelés par l'état-major selon un communiqué publié lundi 8 juin. 4 mois après son coup d'État réussi en 1989, Omar el-Béchir avait voulu consolider militairement son pouvoir. C'est pourquoi il avait instruit son allié d'alors, le Front National Islamique dirigé par Hassan al-Tourabi, d'instituer une milice supplétive faite à sa main. Une milice qui ne répondrait qu'aux ordres du président de son parti. À sa tête, il avait nommé l'avocat Ali Ahmed Karti, devenu plus tard un riche homme d'affaires et le ministre des Affaires étrangères de Béchir de 2010 à 2015, aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt. La RDC s'achemine vers la fin du procès impliquant Vital Kamerhe et deux autres prévenus sur la gestion de plus de 57 millions de dollars destinés au projet de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence de Félix Tshisekedi. Les plaidoiries sont terminées. Le tribunal va maintenant délibérer et sa décision est attendue pour le 20 juin. Le 4 juin dernier, le plus grand boulevard d'Abidjan est l'un des 3 ponts en service de la ville. Tous deux, au nom d'anciens chefs d'État français, ont été rebaptisés d'après des héros panafricanistes. Ces actes portent la marque de l'activiste franco-béninois Kémy Séba en croisade ces dernières années contre le néocolonialisme français. Dans une vidéo postée le 5 juin sur le compte YouTube de Kémy Séba, on peut voir des hommes au visage flouté à l'œuvre dans les rues de plusieurs communes d'Abidjan, dont Cocody et Marcory. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a assuré sur CNN que Donald Trump sera délogé de la Maison-Blanche par des militaires s'il refuse de reconnaître sa défaite électorale. Joe Biden a affirmé que sa plus grande préoccupation était que le président Donald Trump essaie de voler cette élection à venir. Interrogé sur l'hypothèse d'une défaite de Donald Trump après laquelle celui-ci refuserait de quitter ses fonctions, il a exprimé sa certitude que les militaires interviendront. Pour terminer, le président américain Donald Trump a autorisé des sanctions économiques contre la Cour pénale internationale pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Afghanistan. La CPI a, elle, rejeté une tentative inacceptable de porter atteinte à l'état de droit. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée des États partis de la CPI a rejeté ces sanctions qui entravent notre effort commun pour combattre l'impunité et garantir la mise en œuvre de l'obligation de rendre compte d'atrocités de masse. Les mesures de Washington sont une riposte directe à la décision en appel prise en mars par la juridiction qui siège à La Haye aux Pays-Bas d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Une décision prise malgré l'opposition de l'administration Trump. Bien, fin de cette édition, grand merci à tout le personnel de la rédaction et sans oublier en régie et à la réalisation, également à tous ceux qui nous suivent singulièrement, ceux du Gabon. Merci, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sur Cherifla TV. À très bientôt.